Un débat très important sur la préservation du patrimoine culturel en Égypte. Tel est notre débat pour ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Choukri Asmar. Vous êtes membre de l'initiative du patrimoine d'Héliopolis et député secrétaire général parti l'Égypte Liberté. Bonjour. Bonjour. Une question très générale. Quels sont les dangers sur notre patrimoine culturel qui date bien sûr des quelques milliers d'années en plus? Oui. En fait, on a toujours été intéressé en Égypte et par le monde par le patrimoine des milliers d'années, de l'Égypte ancienne, l'Égypte copte et un peu plus des centaines d'années l'Égypte islamique. Et on est en train de perdre cela en termes de préservation, en termes de bonne gestion de ce patrimoine. Aussi, il y a le patrimoine contemporain, qui est l'époque, le 19e siècle et 20e siècle, qu'on est en train de le perdre complètement. On est en train de perdre tous nos villes, tous nos patrimoines bâtis, et le patrimoine tangible et intangible. Aussi les coutumes des différentes régions, comme la Nubie, les Bédouins et tout. On est en train de perdre notre patrimoine culturel en termes de coutumes, et en train de perdre notre patrimoine bâti en termes de villes, en termes de tout notre héritage que nous a laissé nos ancêtres contemporains. Vous avez répété la même phrase plusieurs fois, alors comment? Il y a plusieurs volets. Il y a un problème de gestion. Donc le problème de gestion est visible et c'est le problème majeur des antiquités. Donc c'est comment protéger nos antiquités, les mettre en valeur. Et les gens essayent, mais ce n'est pas suffisant. En termes de patrimoine contemporain, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, c'est un problème de culture générale. Les gens trouvent que ce n'est pas intéressant, il n'y a pas de valeur de garder un immeuble ancien, même s'il est beau. On peut le détruire et bâtir un immeuble de 10 à 12 étages, on a plus d'argent. Donc c'est un peu, du point de vue économique, les gens ni ne trouvent une valeur culturelle de beauté dans ces immeubles, ni ils trouvent une valeur économique. Comment réutiliser ces immeubles et les mettre en valeur, comment les protéger pour les générations à venir. Troisièmement, il y a un problème d'application de la loi. Les lois existent, mais il y a des vides légaux dans les lois, où les gens font un bypass et puis ils peuvent gagner un procès pour détruire un immeuble ou pour faire quelque chose, bien que ce soit des immeubles en valeur, des immeubles qui ont des histoires, des immeubles qui ont affaire à des mémoires collectives pour beaucoup de monde et beaucoup d'Égyptiens et qui ont affaire à notre histoire. Cinquièmement ou quatrièmement, c'est à part les municipalités qui ont un peu de défaillance pour l'application de la loi, c'est que les forces policières ou les forces qui appliquent la loi, qui descendent et qui arrêtent les gens, sont un peu intéressés ou pris par d'autres problèmes un peu plus pressants dans notre actualité égyptienne. Et ce n'est pas une priorité qui est prise par l'État ou par la culture ou par les gens en général de protéger nos villes. Les gens, après 5-10 ans, on trouve des très beaux immeubles, des très belles mosquées, des très belles dans l'Égypte, dans le Caire des années 1800 et 1700. Et puis on trouve des immeubles en briques rouges au milieu, sans aucun planning qui essaye de protéger ces zones-là. Il y a des zones au Caire comme Héliopolis dont je viens, il y a Port Saïd, il y a Alexandrie qui a été quasiment détruit dans les 10 dernières années. Toutes les villas, les beaux immeubles, le beau planning alexandrin, romain, tout a été détruit et on ne peut plus marcher ailleurs. Donc, ça affecte la beauté de la ville, ça affecte la qualité de vie des gens, ça affecte l'infrastructure, le trafic, toute l'infrastructure en termes d'égouts, d'électricité. Donc, il y a beaucoup de volets. Ça se résume en termes en deux familles. Culture, on veut protéger ça, culture des gens et de l'État et du gouvernement. On veut protéger ça, on veut qu'on ait de belles villes. Et l'application de la loi. Et le vide des lois, comment les résoudre. Le vide légal qu'il y a dans les lois, les petites bypass que les gens peuvent faire, comment boucher tous ces trous-là pour qu'on puisse vraiment protéger notre patrimoine. Et comment peut-on puiser dans les expériences d'autres pays dans ce domaine? Ok, donc les autres pays ont passé dans notre même phase, mais il y a 50, 60 ans, mais parce qu'eux, ils n'ont pas l'Égypte ancienne, ils n'ont pas les 7000 ans. Leur patrimoine des dernières 300, 400 ans est de très grande valeur pour eux. Je vous donne un exemple. Par exemple, en Amérique,
Il y a 40 ans, j'étais avec ma femme à Miami et on nous dit cet immeuble est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été bâti en 1942. Mes parents habitent dans un immeuble de 1930. Donc c'était pour moi, oups. Donc nous, on détruit notre ville et on ne la protège pas ni par éduquer les gens ou un peu mettre en valeur cela, que les gens trouvent la beauté dans cela, ni par l'application des lois. Donc les autres pays, si on va en Europe, tous les zones d'héritage ou de patrimoine sont protégées avec des régulations spéciales, avec des do and don'ts, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, les rues. Donc c'est toute la municipalité, toute la ville qui a des régulations spéciales pour protéger ces bâtiments ou ces bâtiments vivants. Il ne faut pas rester à des bâtiments morts. Il faut que la ville évolue, oui, mais il faut protéger la beauté de cette ville, comment ça a évolué, il faut protéger tout cela. Un patrimoine, ça ne veut pas dire quelque chose d'ancien, c'est tout. Ça veut dire que quelque chose qu'on a mis en valeur, même si c'est dit il y a 10 ans, qui a des mémoires collectives et que les gens utilisent comme habitants de la ville. Donc les habitants de la ville, c'est aussi quelque chose de très important que eux veuillent protéger leur ville. Donc ça, c'est très important aussi. Même autre que l'Europe, par exemple, j'ai vécu pour un certain moment au Maroc, les anciennes villes au Maroc sont très bien protégées, très bien rénovées, et les gens qui y vivent toujours. Donc les familles y vivent toujours, mais ils doivent respecter les régulations de cette ancienne ville, cette ancienne Kasbah, cette ancienne Médina au Maroc. Et nous, en Égypte, on a 100 fois plus de tous ces gens-là, et on ne le protège pas. On le laisse. Si on va à Darb al-Ahmar, si on va à Héliopolis, dernièrement, tous les bâtiments, il y a une attaque violente. À Alexandrie, c'est la catastrophe. Pour Saïd, c'est une des plus belles villes du début du siècle, avec des bâtiments qu'on ne trouve jamais autre part, avec des balcons en bois de 5 à 6 étages, qui sont complètement détruits. Personne ne protège cela. Il faut que quelqu'un achète l'immeuble, le détruit et le fait bâtir. Donc, c'est ça un peu comment donner une valeur aux gens qui vivent dans ces immeubles, qui puissent réutiliser ces immeubles, qui puissent réutiliser ce patrimoine pour gagner un peu d'argent. Les propriétaires de ces immeubles veulent faire sortir tout le monde. Donc il y a plein de vides dans les lois qui ni ne protègent les propriétaires, ni ne protègent la ville, ni ne protègent le patrimoine en général. Si je me lance d'Héliopolis, parce que c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au patrimoine, donc je trouvais que je voyageais partout, le patrimoine était protégé. On a une ville, si on peut l'appeler Héliopolis, c'est une ville, maintenant elle est intégrée complètement au Caire. C'est une ville de beauté extraordinaire, de planification extraordinaire qu'on est en train de perdre. Et on n'est pas en train de perdre, et ça fait longtemps, parce que toute ma génération, je ne suis pas très vieux, je suis dans la trentaine, et on se rappelle quand on était jeune comment la qualité de vie à Héliopolis était différente. Comment on marchait librement, en vélo, en utilisant le métro, les bâtiments étaient beaux, entretenus, avec tous les bâtiments, avec des jardins. Maintenant, tout ça, c'est délaissé. Et on essaye de faire face à ça en étant un gros groupe de jeunes qui essayent de s'opposer et de faire comme un alarme à la municipalité, au gouvernorat, qu'on doit protéger nos bâtiments d'Héliopolis, on doit mettre des régulations spéciales et on a réussi à ça avec l'organisation de, comment on dit ça, National Organization for Urban Harmony, donc l'harmonie urbaine. L'harmonie urbaine. Et on essaie de pousser vers des régulations spéciales. On essaie de pousser les gens à photographier s'il y a une attaque vers un immeuble qui est beau de 1910, 1905 et que les gens veulent détruire. On essaie de protéger cela, de faire un database pour montrer la beauté de nos immeubles, commencer à écrire les histoires de nos immeubles et les écrire. Qui a vécu là, Marie Mounib, Taha Hussein. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu. Il faut que les gens soient fiers de là où ils vivent. Maintenant, il y a une attaque très forte par les commerçants, par les magasins, par les municipalités même, envers ce patrimoine qui nous est très fort en valeur pour nous comme jeunes et comme vieux, où on a vu la qualité de vie à Héliopolis et on veut ramener cela. Et d'après cette expérience à Héliopolis, c'était qui le responsable de collecter les fonds pour restaurer ces bâtiments? Ok. On n'est pas arrivé encore à la phase où on a le statut légal, on a commencé à former une fondation pour pouvoir... Ce n'est pas l'État alors? Ce n'est pas l'État. Donc nous, on est une initiative qu'on est en train de transformer en fondation pour pouvoir collecter des fonds, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent collecter des fonds, donner des fonds, mais il faut un statut légal pour pouvoir mettre une NGO pour pouvoir
dépensé pour la rénovation des palais, la rénovation des immeubles, arranger les routes, les jardins et tout. Donc nous, on travaille sur 5 volets, juste très rapidement. Premièrement, c'est le patrimoine bâti, les immeubles, la ville d'Héliopolis. 2, c'est les jardins, les espaces verts. On essaye pour la qualité de vie, ramener la qualité de vie, les jardins. On a un grand avantage qu'il y a des jardins qui ont été planifiés à Héliopolis. On est en train d'en perdre. Et même s'il y a des jardins, ils sont mis avec des murs. Donc les gens ne peuvent pas rentrer. Donc on essaye de trouver que les jardins au milieu des immeubles, au moins il y a des espaces pour que les enfants puissent jouer, pour que les trottoirs soient bien arrangés, pour que les dames en poussette puissent ramener nos enfants pour jouer dans des jardins. Que c'est beau. Que c'est beau, mais et on rêve, et le rêve est possible. Et pour que ça soit un exemple pour tout le reste du Caire et le reste des villes. Troisièmement, on essaie de travailler sur les mémoires collectives, la culture d'Héliopolis. Les gens à Héliopolis ont une différente culture. Il y a beaucoup de collèges francophones, de collèges anglophones. Et les gens ont une culture qu'il faut protéger. Il faut que ça soit. On essaye de créer un centre culturel à Héliopolis avec ces mémoires collectives. On essaye de faire un musée d'Héliopolis avec toute l'histoire d'Héliopolis. Et il faut qu'il y ait un musée pour le Caire, par exemple. Mais il n'y a pas de musée en Égypte, de musée de ville. L'histoire d'une ville, comment la ville a évolué. Parce qu'on a tellement d'histoires en Égypte, on s'intéresse à ce qui est très ancien et ce qui a affecté nos grands-parents, le grand-grands-parents, on l'oublie. Donc ça va s'oublier. Ça existe dans les livres, mais il faut que ça soit vécu. Ça existe dans quelques villes lointaines. Si je parle de Wadi Gdid, par exemple, il y a exactement. Ou la Nubie. Un petit musée de la ville. Et dans la Nubie, tout à fait. Voilà. Vous avez parlé des lois, mais je crois qu'on a une loi qui préserve, ou bien qui impose la préservation du patrimoine, surtout quand on parle des villas dans la ville de Giza, par exemple, ou Alexandrie. N'importe quel bâtiment qui date de plus de 100 ans, normalement, on ne touche pas. Alors, où on est? Il y a 2 lois qui ont été mises en place avec des petits vides légaux. Donc il y a la loi 119 et la loi 144 qui protègent l'héritage bâti. Mais pour mettre dans les listes d'héritage ou de patrimoine, il faut qu'il y ait un comité du gouvernorat d'Alexandrie ou du Caire qui accepte que ce bâtiment soit mis en liste. Il y a tous les propriétaires qui font guerre à cela. Ils veulent vendre les immeubles, ils veulent détruire les immeubles et détruire les villas et bâtir d'autres. Ces lois sont effectives à un certain degré. On a eu un grand problème, et c'est pour cela que je vais vous expliquer ce qu'on a fait et qu'on a réussi à faire, c'est que les lois doivent être un peu arrangées, fixées, fine-tuned, pour bloquer ces petits trous légaux. Les gens essayent de rentrer par que ce n'est pas constitutionnel, que si j'ai une propriété privée, que tu m'empêches de faire n'importe quoi, que tu m'empêches de détruire cette propriété et bâtir une grande tour ou quelque chose. Et passer dans la Constitution, qui avait une clause, la Constitution de 1971, qui avait une clause que la propriété privée, ça dépasse toutes les lois. Et cette clause existe toujours dans la nouvelle Constitution. Mais on a essayé d'arranger les lois, il n'y avait pas de Parlement. Donc on a poussé vers se rassembler toutes les initiatives qui, comme Héliopolis à Alexandrie, Port Saïd, l'initiative pour protection des antiquités, et de travailler ensemble pour faire un lobbying au comité des 50, et on a réussi. On a beaucoup travaillé, c'était un des moments les plus intéressants pour moi, c'était vraiment de la politique, de faire du lobbying, négocier avec des gens, les convaincre qu'il faut protéger ce patrimoine. Et il y a eu la clause 50, que je peux vous la lire, j'ai essayé de la traduire en français. qui l'a rédigée. On a essayé le 3/4 de la clause, c'était juste pour expliquer aux gens comment on a fait. Donc on avait des permis pour entrer au Majlis Shura, au Sénat, pour rencontrer les 50 personnes. On leur expliquait ce qu'on voulait faire, on voulait protéger pourquoi ça devait être pourquoi dans la Constitution, pour fermer tous les trous, pour que ça soit légal. Après, il y aura des lois qui doivent être faites. Pour répondre à cette constitution. On leur a laissé des fascicules avec des images qui sont un peu choquantes au patrimoine qu'on est en train de perdre, et avec toutes nos suggestions. Nous, on était ambitieux, on voulait changer 6 clauses. Ils nous ont mis 4 ou 5 des suggestions qu'on a faites dans une clause qui est numéro 50. Donc, si je vous la lis, on est très fiers de cette clause, mais il faut y suivre. Il faut que les lois suivent pour pouvoir reformer pour les mettre lois en exécution. Exactement. Donc si je la lis très rapidement en français, le patrimoine culturel égyptien, tangible et intangible. Tangible, ça veut dire le patrimoine bâti. Intangible, c'est la culture, les coutumes, les chants. Donc ça, c'est un patrimoine intangible. Il inclut
il inclut toutes les diversités et grandes époques comme l'Égypte ancienne, qui existe toujours, qui existe dans une autre clause aussi, l'Égypte copte, l'Égypte islamique, est une richesse nationale et humanitaire. Donc ce n'est pas une richesse simplement nationale égyptienne, c'est une richesse humanitaire où l'État a la responsabilité de la protection de ce patrimoine et de son entretien. Aussi, la partie qu'on a beaucoup ajoutée et dont on est très fier, aussi le patrimoine culturel contemporain mu'asir en arabe, avec sa diversité architecturale, bâtie, donc c'est là où on vient, on a beaucoup poussé, littéraire, adabi, et ça c'était des gens du comité des 50 qui ont beaucoup poussé, comme M. Salmawi, et artistique, tout l'art qu'on a comme les arts de Nubie, les arts des arts égyptiens, les films, tout ça, doivent être protégés aussi, et n'importe quelle violation ou agression envers ces derniers est un crime punissable par la loi. Donc, le plus important de travailler après que la Constitution a été approuvée, c'est quoi le crime et quoi la punition envers la violation ou l'agression envers ce patrimoine. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup poussé et que c'était très intéressant de l'ajouter, et c'était complètement différent de la Constitution de 2012, c'était l'État donne une attention spéciale à la protection des composants de la diversité culturelle en Égypte. En Égypte, on a une diversité culturelle qu'on doit jouir de cette diversité culturelle. On n'est pas tous comme les autres. On a une très grande diversité culturelle qui nous donne une richesse très forte entre les zones égyptiennes, entre les diverses cultures, comme les gens des francophones, les anglophones, les Égyptiens, toutes les classes sociales, tout ça c'est des diversités, une richesse. En Nubie, en Sinaï, à Marsa Matrouh, toute cette diversité, la Haute-Égypte, la Semsemeya pour Saïd, et donc tout ça, on doit utiliser ça, ou jouir de cette richesse de diversité culturelle. Et la préserver. Et la préserver. Ouais. Donc, je suis fier d'être parmi l'équipe qui a beaucoup poussé pour que cette clause soit écrite. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés à mettre cette clause de la communauté du 50. Le problème maintenant, c'est que toujours après cette clause, notre patrimoine est en train d'être détruit. Il y a les gens essayent de détruire des immeubles vite avant que les régulations spéciales, par exemple, soient appliquées. Les municipalités ne sont pas très intéressées par la protection du patrimoine. Ils veulent qu'il y ait un succès qui est clair, mais pas un succès profond, pas un succès qui vit pour nos générations qui viennent. Donc, c'est tout un travail de comment protéger la qualité de vie des gens. La qualité de vie en la protégeant en termes de trafic, transport en commun, et en termes de jouir de vivre dans une ville où les fêtes à dimotère. Est-ce qu'on peut utiliser ou bien avoir l'aide de quelques organisations internationales comme l'UNESCO, par exemple, pour préserver toute cette richesse, je peux dire, unique au monde? Ok. Je ne suis pas très profondément inclus dans ce domaine du Caire ancien, où l'UNESCO trouve que le Caire est un patrimoine mondial depuis 1979. Et il y a eu plusieurs avertissements au gouvernorat du Caire, au gouvernement égyptien, que bien que le Caire antique, Darb al-Ahmar, Saïda Zeynab, toute cette partie, soit faisant partie du patrimoine mondial, il n'y a pas les lois et le gouvernement ne protège pas ces zones. Et l'UNESCO a essayé de créer un programme spécial et le programme finit dans 2 mois. Ils essayent de trouver comment ça continuera. L'UNESCO va sortir parce qu'ils ne trouvent pas qu'il y a d'opérations sérieuses. Le gouvernorat, dernièrement, le gouvernorat du Caire a essayé de commencer à s'intéresser à ce, parce que l'alarme que l'UNESCO va partir, va arrêter le projet du Caire antique. Ça a créé, avec le nouveau gouverneur... Mais il faut mettre en considération que l'Égypte est un peu ébranlée pendant les 3 dernières années. Donc c'est ça que le gouvernorat a demandé à l'UNESCO. Et l'UNESCO, il aide tant que nous, comme Égyptiens, on veut aider nous-mêmes, on veut s'aider nous-mêmes. Si on veut protéger notre pays, l'UNESCO va aider. L'UNESCO va ramener des fonds, va ramener des experts, va ramener tout. Mais nous, comme Égyptiens, on doit mettre en valeur notre patrimoine avant les autres. Il y a beaucoup, il y a l'UNESCO, il y a l'Europe, l'Union européenne, il y a le Danemark, il y a plein d'organismes qui veulent aider dans le patrimoine, qui nous aident vraiment et qui continuent à nous aider. Mais nous, avec nos lois, avec nos stratégies de gouvernorat, planification, par exemple le jardin des Fostat dernièrement,
apparemment, je n'ai pas tous les détails pour ça, mais le Fostat, c'est là où on trouve l'ancienne ville du Caire. Il y a plein d'antiquités qui sont encore sous terre, et on transforme ça à côté à un jardin, avec l'irrigation, tout va se gâter. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un plan général pour protéger notre pays, pour protéger nos villes. L'Alexandrie, il y a eu plus que le gouverneur dit il y a plus de 10 000 violations des lois. C'est très difficile d'arranger tout ça. Il faut commencer à mettre... Nous, on pousse et on essaye de pousser. On a essayé de pousser avec le président intérim, Hadi Mansour, mais ça, on n'a pas eu beaucoup de succès. On essaye de pousser avec le prochain président pour les deux candidats. Et on essaye de pousser pour le prochain Parlement d'arrêter les démolitions. D'arrêter pour 1 an les démolitions, voir où on en est, faire un stop, arranger nos lois, arranger notre planning, arranger notre stratégie, puis continuer à faire nos démolitions. Il faut 1 année de stopping, de perdre un souffle pour qu'on puisse protéger ce qui reste. Ce qui reste, il faut le protéger. Ce qui reste comme bâtiment et ce qui reste comme mémoire. Parce que c'est la mémoire collective. Les bâtiments, c'est des bâtiments morts. S'ils ne vivent pas en nous-mêmes et en les gens qui vivent là-dedans, on perdra tout. En fait, c'est la nostalgie. Oui. Je vous remercie beaucoup, M. Chokri Asma. Vous êtes membre de l'initiative du patrimoine d'Héliopolis et député secrétaire général du parti l'Égypte Liberté. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je te remercie. Merci Ashraf, merci mesdames et messieurs et à la prochaine. Bonne journée.